Les observateurs nationaux et internationaux continuent de donner leur lecture du processus électoral du 2 novembre dernier. Aujourd'hui, c'est au tour de la mission d'observation du Conseil de l'Entente et de l'ANC de nous livrer ces observations. Les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de vous informer sur la télévision de la famille. L'Alliance des Nouvelles Consciences ANC donc a donné ce mercredi sa lecture du processus électoral dont le dénouement est toujours en cours. Pour cette organisation de la société civile essentiellement portée par des jeunes, la CENI n'a pas pu servir une bonne recette électorale à l'électorat. Les détails avec Gédéon Tapsoba et Delphine Banissi. Suivez. Les réactions après les élections du 22 novembre dernier se poursuivent. L'Alliance des Nouvelles Consciences, à travers un point de presse, porte un jugement critique sur l'organisation technique et pratique des 10 élections. Pour l'ANC, cette recette électorale de la CENI n'était pas la bonne. En aval, l'on peut constater le manque de volonté affichée de réconcilier les Burkinabés entre eux, gage d'une stabilité sociopolitique. À l'approche des élections, il a aussi été donné de constater des pratiques contraires à une stabilité post-électorale. Il s'est agi notamment du recensement de personnes détentrices de cartes d'électeurs contre des billets de banque ou encore la récupération de ces cartes d'électeurs dans les différentes provinces du Burkina Faso et les quartiers de la ville de Ouagadougou et de Bourg-Lasso à des fins inavouées. En amont, force est de constater énormément de failles organisationnelles des élections, mettant ainsi en doute la compétence des premiers responsables de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Contrairement à l'équipe de Maître Barthélemy Kéré en 2015, celle de M. Newton Ahmed Bari a lamentablement échoué. On en veut pour preuve le retard dans l'acheminement des procès-verbaux, l'ouverture tardive donc des bureaux de vote, le manque de bulletins dans les bureaux de vote. Selon cette organisation de la société civile essentiellement portée par des jeunes, les irrégularités relevées pourraient entacher les résultats du scrutin. Si dans un bureau de vote, nous avons plus de 400 électeurs et qu'on ouvre le bureau de vote à 17h, parce que le bureau de vote, le temps qu'on a imparti de 6h à 18h, c'est en fonction donc de l'effectif des votants dans ce bureau de vote là que ça a été établi. Ça n'a pas été établi au hasard. C'est en fonction donc du temps que chaque électeur peut mettre pour voter que ça a été calculé. Donc ça a été minutieusement en fait calculé. Donc du coup, si vous accusez un retard de 10 minutes même, sachez que vous allez empêcher, si toutefois vous ne prolongez pas le temps de vote, par exemple de 18h à 18h10, sachez que vous allez empêcher les électeurs de pouvoir prendre part, de pouvoir exprimer leur droit fondamental, leur droit citoyen qui est de voter. Donc du coup, ça aussi, ça entache la crédibilité aussi des élections. Et si vous voyez que jusqu'à plus de 300 000 personnes n'arrivent pas à voter, eh bien, ça peut entacher. Et ça va même porter en tout cas préjudice à certains candidats. Néanmoins, l'Alliance des Nouvelles Consciences salue l'esprit républicain des candidats de l'opposition, tout en les invitant à saisir les autorités judiciaires pour toutes les irrégularités constatées lors du processus électoral. À la suite de l'ANC, c'est au tour de la mission d'observation du Conseil de l'Entente pour les élections couplées du 22 novembre dernier d'apprécier le bon déroulement du scrutin électoral au Burkina Faso. Elle a tenu une conférence de presse avec les médias ce matin où elle ne décrédibilise pas les résultats en cours de proclamation par la CENI. Plus de détails dans ce reportage signé Odette Zouanguena. Au terme de sa mission d'observation des élections présidentielles et législatives couplées du 22 novembre 2020 au Burkina Faso, l'équipe des observateurs du Conseil de l'Entente a tenu une rencontre avec les hommes et femmes de la presse pour exprimer leur satisfaction quant au caractère démocratique, transparent et crédible des votes. L'équipe des observateurs du Conseil de l'Entente s'est déployée dans la ville de
Ouagadougou et dans les régions du centre-sud, du centre-ouest et du plateau central. La mission du Conseil de l'Entente note de façon générale le bon déroulement du scrutin dans les bureaux de vote visités et caractérisé par l'accessibilité appréciable de la majorité des bureaux de vote, le calme et la sérénité générale des électeurs, la maîtrise du processus électoral par les membres des bureaux de vote, le bon fonctionnement des bureaux de vote à l'exception de quelques difficultés rencontrées. Quelques difficultés et dysfonctionnements ont été relevés de part et d'autre par les observateurs, dont les plus marquants sont l'insuffisance de matériel, de la logistique et de formation de certains membres des bureaux de vote. Toutefois, comme la CODEL, les observateurs du Conseil de l'Entente attestent le caractère crédible et transparent des scrutins. Qui, selon nous, ne sont pas de nature à décrédibiliser le scrutin du 22 novembre dernier. Les pays du Conseil de l'Entente et la plupart des pays africains sont en transition démocratique. Nous sommes en train d'apprendre collectivement les règles et principes de la démocratie. Et donc, il est normal qu'il y ait ce genre de dysfonctionnement. Même dans les grands pays développés, vous avez suivi l'élection présidentielle aux États-Unis, il y a eu des dysfonctionnements. Au regard des manquements constatés et dans un souci de consolidation des acquis démocratiques au pays des hommes intègres, les observateurs du Conseil de l'Entente recommandent de poursuivre le renforcement des capacités du personnel électoral et d'envisager, à l'instar de certains membres du Conseil de l'Entente, le vote par anticipation des forces de défense et de sécurité pour leur permettre de se consacrer entièrement à la sécurisation des lieux le jour du scrutin, et invite par ailleurs l'ensemble des acteurs politiques ainsi que leurs partisans et sympathisants d'attendre la proclamation provisoire des résultats par la CENI et définitive par le Conseil constitutionnel et de recourir aux voies légales en cas de contestation des dits résultats. Hors de chez nous, maintenant, l'industrie automobile pourrait faire face à un nouveau scandale. L'ONG Transport et Environnement affirme que les voitures hybrides rechargeables polluent davantage que les chiffres annoncés par les constructeurs. Suivez. C'est peut-être le nouveau scandale de l'industrie automobile. Les émissions de CO2 des voitures hybrides rechargeables seraient plus élevées qu'annoncées par les constructeurs. Une étude de l'ONG Transport et Environnement sur les 3 modèles les plus vendus cette année révèle une pollution supérieure de 28 à 89% par rapport aux chiffres avancés par les entreprises. Même lorsque l'on conduit dans ce que les constructeurs appellent le mode zéro émission, ce n'est pas vrai. Et c'est ce que nous montrons, car la puissance électrique, le moteur électrique du véhicule est trop petit ou trop faible. Il n'y a pas assez de puissance. Par exemple, vous pensez conduire en mode électrique zéro émission, mais vous mettez le chauffage, ou vous allumez vos phares, ou vous accélérez, et c'est fait. Le moteur se met en marche et il y a des émissions de CO2. L'ONG assure qu'il s'agit du prochain grand scandale après l'affaire en 2015 du Dieselgate, qui avait révélé les falsifications réalisées par Volkswagen sur les émissions de certains véhicules. En réponse à une question d'Euronews, le porte-parole de l'Association des constructeurs européens d'automobiles réfute la validité de cette étude. Nous nous interrogeons sur la méthodologie de cette enquête qui analyse les véhicules seulement sur de longues distances, ce qui n'est pas représentatif de l'emploi des modèles hybrides rechargeables. L'année prochaine, toutes les voitures enregistrées dans l'Union européenne disposeront d'un appareil de contrôle qui donnera une réelle image de la situation pour permettre à la Commission européenne de faire son évaluation et les adaptations législatives adéquates, explique l'association. Les défenseurs de l'environnement soulignent qu'aujourd'hui, une voiture électrique rechargée à son maximum peut parcourir jusqu'à 300 km. Ils appellent donc à la sortie des modèles hybrides qui représentent actuellement près de la moitié des véhicules électriques en circulation en Europe. Aux États-Unis, avec son équipe, Joe Biden entend prendre le contre-pied de l'Amérique, d'abord de Donald Trump. Il veut revenir au multilatéralisme. Il est déterminé à lutter contre le changement climatique.
climatique. Le président élu Joe Biden a annoncé le retour d'une Amérique prête à guider le monde après les années Trump. Sur une grande scène dans son fief de Wilmington, le démocrate de 78 ans a eu des mots pour chacun des 6 premiers grands noms désignés pour l'accompagner à son arrivée à la Maison-Blanche le 20 janvier. Et il n'est pas question de rejouer le mandat Obama, mais de mettre en avant expérience et diversité. C'est une équipe qui assurera la sécurité de notre pays et de notre peuple. C'est une équipe qui reflète le fait que l'Amérique est de retour, prête à diriger le monde et non à s'en retirer. Une fois de plus, assis en tête de table, nous serons prêts à affronter nos adversaires et non pas à rejeter nos alliés. Si le Sénat les confirme, Alejandro Mayorkas sera le premier chef de la sécurité intérieure hispanique et Avril Haines, la première femme directrice du renseignement national. Pour l'heure, Donald Trump refuse toujours de concéder la victoire à Joe Biden. Il a tenu une conférence de presse surprise hier, mais toujours aucune annonce. Au lieu de cela, Donald Trump a salué le fait que le Dow Jones ait franchi la barre des 30 000 points à Wall Street. C'est un chiffre sacré, 30 000. Personne ne pensait le voir un jour. C'est la 9e fois depuis le début de l'année 2020. Et c'est la 48e fois que nous battons des records sous le gouvernement Trump. Il se peut que les marchés réagissent à la certitude indispensable qui a suivi la résignation de Donald Trump à valider le processus de transition vers l'administration Biden. Hier, c'était la dernière fois que le président graciait la dinde de Thanksgiving. Donald Trump sait désormais que la plupart des États ont certifié leurs résultats de l'élection présidentielle. Dernier axe de ce journal, une question: pourquoi les éoliennes offshore sont-elles de plus en plus grandes? Eh bien, les énergies renouvelables en mer pourraient représenter la première source d'électricité d'une future Europe décarbonée avec des parcs éoliens assurant un quart de l'approvisionnement en énergie en 2050. Une opportunité durable et économique. Allons à la découverte des éoliennes offshore dans cet élément. Ces pales ont une longueur de 81,40 mètres. Leur largeur peut aller jusqu'à environ 5,40 mètres. Nous avons de plus en plus besoin d'énergie verte. Plus les pales sont grandes, plus elles balayent de surface et plus elles peuvent produire d'énergie. La puissance des éoliennes augmente constamment. Et à l'intérieur de l'éolienne elle-même, il y a beaucoup de technologies. On investit beaucoup dans la recherche pour les rendre toujours plus performantes avec de moins en moins de composants. Ce qui veut dire moins de maintenance, il y a moins de choses qui peuvent casser. L'avenir s'annonce radieux pour l'énergie éolienne. La demande est forte dans le monde entier. Aujourd'hui, rien qu'au niveau de notre entreprise Siemens Gamesa, nous avons installé pour plus de 50 gigawatts d'éoliennes à travers le monde. Et la demande continue de croître. L'énergie verte, c'est l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est tout pour ce soir, dames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités. Grâce sur grâce et que Dieu bénisse notre cher pays, le Burkina Faso. À demain.